Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Avez-vous déjà regardé un produit dans un supermarché, son logo, et pensé qu'il était en fait inapproprié? Il y a quelqu'un dans les coulisses qui prend la décision d'utiliser certains personnages ou non qui ne sont plus acceptés aujourd'hui. Depuis 2020, tout a changé et les gens ont exigé justice de ces produits. Aujourd'hui, nous allons vous montrer 20 produits alimentaires controversés qui ont dû être ajustés. Vous êtes nouveau sur la chaîne? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Numéro 20. La société mère d'Eddie, Dreyer's Grand Ice Cream, a décidé de changer le nom de ses barres de crème glacée Eskimo Pie en raison de préoccupations liées à la sensibilité culturelle. Cette décision intervient après les protestations mondiales du mouvement Black Lives Matter, un mouvement international contre le racisme anti-noir. De nombreuses entreprises révisent actuellement leur logo, thème et stratégie marketing pour répondre aux éléments problématiques. La barre de crème glacée Eskimo Pie a été brevetée pour la première fois en 1922 par Christian Kent Nelson de l'Ohio et son partenaire commercial, Russell C. Stover. Il a été conçu à l'origine pour aider un garçon qui n'arrivait pas à choisir entre une glace et une barre de chocolat. Nelson et Stover ont trouvé une façon ingénieuse de recouvrir la glace de chocolat fondu, inventant ainsi la tarte Eskimo. Cependant, l'utilisation du terme Eskimo dans le nom du produit est désormais largement considérée comme inappropriée et offensant pour les Inuits et les Yupiks de l'Alaska. Le nouveau nom Eddie's Pie a été choisi en hommage à l'un des fondateurs de l'entreprise, Joseph Eddy. Numéro 19. Il y a quelque temps, Turners & Growers a décidé de renommer les groseilles chinoises en kiwi. En 1904, les premières graines de kiwi ont été importées en Nouvelle-Zélande par Mary Isabel Fraser, directrice du Wanganui Girls College. Elle avait récolté ces graines lors de ses visites dans les écoles missionnaires en Chine. Les graines ont été plantées en 1906 par Alexander Allison, un producteur de Wanganui, et en 1910, les vignes de kiwi ont commencé à porter leurs fruits. Comme ces fruits avaient un goût de groseille, les gens les appelaient initialement groseilles chinoises. Mais revenons aux années 1950 pendant la guerre froide. La Nouvelle-Zélande a décidé d'exporter ces délicieux fruits aux États-Unis. Ils ont pensé à les appeler melonnettes, mais les importateurs américains n'ont pas aimé l'idée en raison des droits d'importation élevés sur les melons et les baies. Puis en juin 1959, lors d'une réunion de Turners & Growers à Auckland, un homme nommé Jack Turner a eu l'idée de les appeler kiwi et cette idée est restée. Te Puke, une ville de la région de Bay of Plenty où a débuté l'industrie du kiwi en Nouvelle-Zélande, s'appelle fièrement la capitale mondiale du kiwi. Numéro 18. Après d'intenses critiques pour avoir utilisé une représentation désobligeante d'une femme noire, Tante Jemima a subi une transformation complète. La marque est désormais rebaptisée Pearl Milling Company et présente un nouveau nom, un nouveau logo et une nouvelle apparence générale. Tante Jemima a été l'une des premières marques à annoncer qu'elle changerait de nom au milieu des manifestations massives pour George Floyd qui éclataient aux États-Unis. La marque a été fondée en 1889 par deux personnes nommées Chris Root et Charles Underwood. En 1933, la société a fait appel à une femme noire nommée Anna Robinson pour incarner le personnage de Tante Jemima. Dans les années 1950 et 1960, le personnage a ensuite été interprété par l'actrice Eileen Lewis. En 1989, l'entreprise a tenté de moderniser l'image de Tante Jemima en lui offrant des boucles d'oreilles en perles et un collier en dentelle qu'elle a décrit comme un look contemporain. Lorsque PepsiCo a acquis la marque Tante Jemima en 2001, ils ont déclaré que la marque représentait des mères aimantes issues de divers horizons qui s'efforcent d'obtenir le meilleur pour leur famille. Le nouveau nom, Pearl Milling Company, rend hommage au moulin d'origine créé en 1888 qui a commencé à produire de la farine à crêpes auto-levante en 1889. Que les gens considèrent l'ancien logo comme maternel ou raciste dépend de leur point de vue. Cependant, le nouveau nom et la nouvelle image de marque visent à laisser cette controverse derrière eux et à créer une image plus inclusive. Numéro 17.
Knorr, l'entreprise alimentaire allemande appartenant à Unilever, a décidé de changer le nom de sa populaire sauce gitane en raison de préoccupations concernant le nom. Le nouveau nom de la sauce est sauce au paprika hongroise. Cette décision s'inscrit dans une tendance plus large parmi les marques après une vague de manifestations qui ont eu lieu en août 2020 contre les discriminations et les inégalités. Cependant, le changement de nom a un contexte historique plus profond. Sous le régime nazi, les Sinti, qui vivaient en Allemagne depuis des siècles, étaient soumis à une stérilisation forcée sur la base des lois sur la pureté raciale. De plus, des Roms ont été déportés vers des camps nazis où ils ont dû porter des uniformes avec un Z pour Zigeuner, allemand en gitan. La décision de changer le nom de la sauce a été accueillie positivement par le Conseil central des Sinti et Roms allemands. Numéro 16. En 2020, Nestlé a annoncé son intention de renommer et de repenser un autre produit en raison de préoccupations concernant le caractère insensible du nom. Il s'agissait d'une série de bonbons vendus en Colombie sous le nom de Beso de Negra, qui se traduit par baiser d'une femme noire. Cette décision s'inscrivait dans le cadre d'une révision plus large du portefeuille Nestlé, qui comprend plus de 2000 marques et 25 000 produits. Cet examen fait suite à la prise de conscience croissante des noms de marques et du langage visuel inapproprié. Nestlé a souligné dans un communiqué qu'elle s'engage à garantir que toutes ces marques soient conformes à ses valeurs et à sa culture d'entreprise. Ils ont donc décidé de renommer et de redessiner certaines marques locales contenant des images stéréotypées ou des références culturelles insensibles. Beso de Negra, la marque de bonbons vendue en Colombie, était l'une des marques devant faire l'objet de changements immédiats. Cette étude de Nestlé ne s'est pas limitée à la Colombie, mais s'est également étendue à d'autres régions. Numéro 15. Dans les supermarchés néerlandais, on trouvait autrefois une friandise populaire connue sous le nom de Jodenkoeken. Il s'agit de gros biscuits sablés plats et ronds d'un diamètre d'environ 10 cm. Le nom Jodenkoeken est utilisé depuis le 19e siècle, mais l'origine de ce nom n'est pas tout à fait claire. La popularité du Jodenkoeken est en partie attribuée à un boulanger nommé Davelaar à Alkmaar aux Pays-Bas. La boulangerie Stam à Alkmaar a commencé à vendre ses biscuits en 1883 et en 1924, Guiche Verhoeven a repris la boulangerie. Grâce aux annonces dans les journaux locaux et à la distribution dans d'autres magasins, les Jodenkoeken de Verhoeven sont rapidement devenus un produit apprécié. Mais l'entreprise à l'origine du Jodenkoeken a annoncé qu'elle changerait le nom de cette friandise pour promouvoir une société plus inclusive et l'a renommée en Odekoeken. Numéro 14. Cone Cheese, anciennement connue sous ce nom, est une marque de fromage australienne associée à une variété de fromage cheddar. Il est produit par la société Warrnambool Cheese & Butter, détenue principalement par la société laitière canadienne Saputo Inc. Le fromage a été initialement introduit sous le nom de Red Coon par Kraft Walker Cheese Co., un partenaire entre Fred Walker et James L. Kraft, autour de 1931. En octobre 1949, Kraft Foods Inc. a enregistré la marque Coon pour le fromage auprès de l'Office américain des brevets, revendiquant une utilisation depuis 1910. Cependant, la décision de changer le nom a été prise après des appels en raison d'inquiétudes concernant sa nature offensante et impact négatif sur les personnes de couleur. Le nouveau nom, fromage Cheer, a été choisi pour exprimer un sentiment de joie et de positivité. Cam Bruce, directeur commercial de l'entreprise, a déclaré que l'emballage resterait similaire à la marque actuelle et que la recette resterait inchangée. Il a également souligné que le fromage serait produit localement à Victoria en utilisant du lait australien pour soutenir les producteurs laitiers locaux. Numéro 13. Nestlé, l'entreprise suisse, a récemment pris des mesures pour renommer un produit de confiserie bien connu en Australie qui, selon elle, a des connotations qui ne correspondent pas à ses valeurs. Dans un communiqué publié en 2020, Nestlé a annoncé que Allen's Redskins serait renommé Red Reaper. Des plaintes concernant les noms de ces produits ont été soulevées ces dernières années. Le mot Redskin, utilisé dans Allen's Redskins, est considéré comme une insulte désobligeante envers les Amérindiens. Cependant, un lien involontaire est apparu concernant le changement de nom de Redskin en Red Reaper. Les amateurs de True Crime ont noté que l'éventreur rouge est un surnom notoire donné à Andrei Chikatilo, un tueur en série russe. Il semble que Nestlé ait adopté par inadvertance un nom qui ressemble à celui de ce célèbre criminel.
Plusieurs personnes ont critiqué Nestlé pour ce qui semble être un oubli en ne reconnaissant pas cette association avant le changement de marque. Numéro 12. Un moerkoop est un délice traditionnel hollandais composé d'une profiterole fourrée de crème fouettée et recouverte de chocolat blanc ou noir. Souvent, de la crème fouettée, une tranche de mandarine ou un morceau d'ananas sont également placés dessus. Cependant, pour s'adapter à l'évolution des sensibilités, la chaîne de vente au détail populaire Emma a décidé, à partir du 30 mars 2020, de ne plus utiliser le nom Moerkoopen pour ses choux à la crème. Au lieu de cela, elles seront appelées boules de chocolat, tandis que le produit lui-même reste inchangé. Emma a déclaré que la décision de renommer la pâtisserie découle du désir d'avoir un nom plus en phase avec l'époque actuelle. L'association néerlandaise des boulangers NBOV a expliqué que le débat sur l'utilisation du nom Moerkoop est relativement nouveau et que chaque boulanger peut décider s'il souhaite ou non mettre en œuvre le changement lui-même. Numéro 11. En 2020, Land O'Lakes a pris des mesures pour repenser son emballage avant même que de nombreuses autres marques de la liste n'annoncent leur propre plan de rebranding. Dans le cadre de la célébration de son 100e anniversaire, Land O'Lakes a dévoilé un nouveau design destiné à mieux refléter son histoire en tant qu'entreprise appartenant à des agriculteurs. Un changement important a été la suppression de l'image d'une femme amérindienne nommée Mia, qui était depuis longtemps représentée sur leurs produits. Le nouvel emballage présente un portrait serein d'un lac entouré d'arbres représentant Land O'Lakes, ainsi que l'expression appartenant à un agriculteur. L'image originale de Mia, créée par l'illustrateur Arthur C. Hanson, est apparue pour la première fois sur les étiquettes de Land O'Lakes en 1928. Cependant, Mia était représentée de manière stéréotypée, vêtue d'une tenue traditionnelle et tenant un produit laitier. Au fil des années, la représentation a suscité des critiques pour sa représentation des peuples autochtones, beaucoup la considérant comme une objectivation raciste. Dans les années 1950, l'artiste Patrick Desjarlais a recréé Mia dans le but de promouvoir un sentiment de fierté amérindienne dans le Midwest. Malgré les controverses, Mia est restée un sujet de discussion depuis ses débuts. Le changement de marque de Land O'Lakes a été considéré comme une étape vers un emballage et un marketing plus respectueux et inclusif. Numéro 10. Dickinson Dining Services a décidé de remplacer la saveur populaire appelée Plantation Mint par le nom Perfectly Mint. Plusieurs personnes avaient exprimé leurs inquiétudes quant au nom du thé et à ses potentielles connotations racistes. Errol Huffman, directeur de Dining Services, a indiqué que la décision de ne plus proposer ce thé spécifique était basée sur la sensibilité et l'association potentielle avec le nom. De nombreuses discussions ont également eu lieu sur la reconnaissance de l'impact du nom du thé, compte tenu de l'histoire des États-Unis. Le nom Plantation Mint aurait été nommé il y a plus de 50 ans par la mère de l'actuel PDG. Le nom a été influencé par l'amour de la mère pour les jardins de thé du monde entier, encore appelé plantation. Numéro 9. Streets, un fabricant de glace, a répondu aux rumeurs concernant un éventuel changement de nom pour le produit de glace australien emblématique Golden Gate Time. Des spéculations ont surgi lorsqu'un client d'Aldi a découvert que les paquets de glace étaient vendus sous un nom différent, Cookie Crumble. Certaines personnes pensaient que le changement de nom était lié au politiquement correct. Cependant, un porte-parole de Streets a précisé que Cookie Crumble est le nom utilisé pour le même produit de crème glacée en Nouvelle-Zélande. Et le porte-parole a souligné qu'il n'était pas prévu de changer le nom de Golden Gate Time en Australie. Ils ont également déclaré que la signification du nom est restée inchangée depuis son introduction en 1959. La société reconnaît que la culture et la langue ont évolué au fil du temps, mais que la glace Golden Gate Time est destinée à être appréciée de tous, quelle que soit son identité ou celui qui l'aime. Numéro 8. Dixie Beer, fondée en 1907, est depuis longtemps l'une des plus anciennes marques de bière aux États-Unis. Elle a eu plusieurs propriétaires et a été confrontée à des défis, y compris une période pendant laquelle elle n'a pas été brassée dans son état d'origine, la Louisiane, après l'ouragan Katrina. En conséquence, la version actuelle de Dixie Beer a considérablement changé par rapport à sa forme originale d'il y a plus d'un siècle. En novembre 2020, Dixie Beer a annoncé qu'elle adopterait un nouveau nom. Le nouveau nom, officiellement lancé début 2021, est Faubourg Brewing Company. Pour ceux qui ne connaissent pas la terminologie de la Nouvelle-Orléans, le nom rend hommage aux divers quartiers de la ville. Faubourg est un mot français couramment utilisé à la Nouvelle-Orléans pour signifier quartier.
Gail Benson, la femme d'affaires derrière la brasserie, qui possède également l'équipe de basketball des New Orleans Pelicans, a joué un rôle crucial dans la construction d'une nouvelle brasserie pour remplacer celle détruite par l'ouragan Katrina. Cet effort a ramené la production de Dixie Beer à ses origines dans la ville animée de la Nouvelle-Orléans. Au cours du processus de choix d'un nouveau nom, Faubourg Brewing a consulté de nombreuses personnes de divers secteurs, notamment des professionnels de l'hôtellerie, des historiens et des amateurs de bière, et a reçu plus de 5400 suggestions de noms en ligne. Numéro 7. Chickies, anciennement connu sous le nom de Chicos, est un bonbon à la gelée semblable au chocolat, semblable aux Jelly Babies. Contrairement aux Jelly Babies colorés, les Chickies sont tous brun foncé et ont une saveur de cacao. En juin 2020, Nestlé, la société derrière Chickies, a annoncé qu'elle changerait le nom de ce bonbon pour refléter la nature inclusive de la société moderne. La décision de changer le nom a été prise pour garantir que rien de ce qu'ils feraient ne marginaliserait leurs amis, voisins et collègues. Nestlé a souligné que ces valeurs sont ancrées dans le respect et que les noms existants avaient des connotations qui ne correspondaient pas à ces valeurs. Le mot chico en espagnol se traduit par garçon. Bien qu'il ne soit pas couramment utilisé en Australie comme terme péjoratif pour désigner les personnes d'origine latino-américaine, il pourrait avoir de telles implications. Le 16 novembre 2020, Nestlé a annoncé que Chickies serait le nouveau nom du bonbon et un emballage portant le nom mis à jour était disponible dans les magasins début 2021. Numéro 6. Ben's Original, anciennement connu sous le nom d'Uncle Ben's, est une marque américaine proposant du riz étuvé et des produits alimentaires associés. La marque a été introduite à l'origine par Converted Rice Inc., maintenant propriété de Mars Inc. Le riz Uncle Ben's a rapidement gagné en popularité après son lancement en 1943 et est resté le riz le plus vendu aux États-Unis jusque dans les années 1990. Il a également bénéficié de la riche histoire du riz dans la culture alimentaire afro-américaine et dans la production de riz du pays. De 1946 à 2020, l'emballage présentait l'image d'un vieil homme afro-américain avec un nœud papillon, apparemment basé sur un maître d'hôtel de Chicago nommé Frank Brown. Le nom Ben aurait pu être inspiré par un riziculteur avisé de Houston. Cependant, Mars a déclaré qu'il n'était pas certain qu'il y ait réellement quelqu'un nommé Ben. Selon Mars, Oncle Ben était un riziculteur afro-américain connu pour la qualité de son riz. Le nom Uncle Ben's a été choisi par Gordon L. Harwell, un entrepreneur qui fournissait du riz à l'armée pendant la Seconde Guerre mondiale. En 2007, l'image de la marque se transforme grâce à une nouvelle campagne publicitaire. Le packaging repensé est devenu largement disponible aux États-Unis à partir de juin 2021. Ce rebranding a été réalisé pour donner à la marque une image plus contemporaine et respectueuse. Numéro 5. Les friandises controversées, connues sous le nom de Negerzoenen aux Pays-Bas et de Negerkuss en Allemagne, ont suscité de nombreuses discussions en raison de leur nom péjoratif et de leurs emballages à connotation raciale. L'origine de ces friandises remonte à environ 200 ans au Danemark et s'est répandue dans toute l'Europe. Récemment, le chocolatier finlandais Brunberg a annoncé qu'il modifierait l'emballage de ses baisers en chocolat pour supprimer les images stéréotypées. Le nom original de la friandise en Allemagne était Negerskussen, mais il a été renommé Brunbergsküsse en 2001. De même, aux Pays-Bas, le nom a été changé pour Chocozoen. L'emballage représentait des images de deux personnes d'apparence africaine s'embrassant, l'un d'eux portant un tambour. Au lieu de cela, Brunberg montrera désormais une illustration de l'horizon de Porvoo, la vieille ville où l'entreprise de confiserie a été fondée en 1871. Ce n'est pas la première fois qu'une entreprise finlandaise de confiserie est confrontée à une controverse sur des images considérées comme racistes. En 2007, Phaser, une autre entreprise finlandaise, a annoncé son intention de retirer sa mascotte de ses produits. La mascotte représentait une silhouette noire avec des lèvres rouges exagérées et des rides, rappelant les caricatures à visage noir. Cela démontre que les entreprises sont de plus en plus conscientes des sensibilités autour des questions raciales et s'efforcent d'être plus inclusives. Numéro 4. Le Frito Bandito était une mascotte de dessin animé pour les chips de maïs Fritos qui figurait en bonne place dans les campagnes publicitaires de 1967 à 1971. Cependant, le personnage et la façon dont il était représenté posaient problème en raison des stéréotypes qu'il renforçait.
Le Frito Bandito parlait un anglais approximatif et était décrit comme un bandit mexicain se livrant à voler aux gens leurs chips de maïs fritos. Cela a contribué au stéréotype du bandit mexicain souvent vu dans les films occidentaux, perpétuant les représentations négatives du peuple mexicain. Le design du Frito Bandito a été créé par Tex Avery, un animateur renommé qui a travaillé sur de nombreux personnages de dessins animés célèbres. Le personnage portait un sombrero, un étui avec 2 pistolets, une dent en or, du chaume et une longue moustache menaçante. La voix du bandit mexicain a été fournie par Mel Blanc, un doubleur légendaire connu pour son travail sur des personnages comme Bugs Bunny, Daffy Duck et Porky Pig. Finalement, le Frito Bandito a été retiré en 1971 en raison des critiques croissantes à l'égard du personnage. De nouvelles mascottes ont été introduites en remplacement, le Muncha Bunch, un groupe de cow-boys, et WC Fritos, un personnage inspiré du comédien W.C. Fields. Numéro 3. Le débat sur la question de savoir si la vieille bouteille de sirop de Madame Butterworth ressemble à une grand-mère peut être subjectif et dépendre d'interprétations individuelles. Alors que certaines personnes peuvent considérer l'apparence de la bouteille comme innocente et grand-mère, d'autres l'associent au stéréotype de la mamie. Mamie a toujours été une représentation désobligeante et stéréotypée des femmes noires en tant que servantes et soignantes aux États-Unis. Conagra, la société holding américaine de biens de consommation emballés, reconnaît que certains consommateurs pourraient percevoir l'emballage comme raciste. Ils ont donc décidé de procéder à une analyse de la marque, suggérant qu'il y avait au moins quelques inquiétudes quant à la façon dont l'emballage était interprété. Le fait que des entreprises comme Conagra soient prêtes à écouter les commentaires et les préoccupations des consommateurs et soient prêtes à apporter des changements pour s'aligner sur les valeurs modernes est une étape positive. Numéro 2. La décision de B&G Foods de supprimer l'image du chef noir de l'emballage de Cream of Wheat semble provenir des connotations potentiellement offensantes que l'image peut évoquer. À l'origine, le chef s'appelait Rastus, un terme péjoratif désignant les hommes noirs. De plus, il était décrit comme un cuisinier sans instruction et sans aucune connaissance des vitamines. Bien que le personnage ait quelque peu évolué au fil des années et ait subi des changements, la base originale du personnage était problématique. La décision de supprimer l'image démontre une plus grande prise de conscience parmi les entreprises de la nécessité de revisiter les images sensibles à la culture et à la race. B&G Foods a pris au sérieux les commentaires et les préoccupations des consommateurs et est prêt à prendre des mesures pour réviser et modifier sa marque si nécessaire. Numéro 1. L'évolution du personnage de Miss Chiquita démontre que Chiquita Banana est consciente de la nécessité de s'adapter à l'évolution des normes et des attentes sociétales. Miss Chiquita était à l'origine un personnage banane sexualisé, mais il est compréhensible que de telles représentations soient désormais considérées comme inappropriées. Le fait que l'entreprise ait transformé et adapté le personnage au fil des années est une étape positive vers la suppression des éléments désobligeants. Supprimer les stéréotypes et présenter le personnage comme une femme humaine plutôt que comme une banane sexualisée est une nette amélioration. Cependant, il est important pour Chiquita Banana de continuer à évaluer si des ajustements supplémentaires sont nécessaires pour garantir que le personnage ne soit plus offensant ou stéréotypé. Avez-vous déjà mangé l'un de ces aliments controversés? Et que pensez-vous du fait qu'ils ont dû changer? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.